Chapitre 8. Le mental des cellules. Sous sa quadruple trame, le corps ne vit rien du monde tel qu'il est. Ce monde, tel qu'il est, c'est justement le grand mystère de l'évolution. Nous le connaissons, et les espèces le connaissent, à travers une certaine vision très variable, binoculaire, ou composée, dans une certaine gamme de fréquences vibratoires et par l'entremise de certains mécanismes fonctionnels. Pinces, nageoires, cils vibratiles ou microscopes électroniques, qui ne décrivent pas vraiment le milieu, mais notre propre manière d'être dans le milieu, ou plutôt nos successives manières d'être et de percevoir un mystérieux quelque chose dont nous donnons une traduction en langue batracienne, latine ou électronique. Mais c'est toujours vu à travers. La seule différence entre l'homme et les autres espèces est qu'il y met une arrogance gréco-latine et que ces nageoires particulières, cérébrales, ont envahi tout le système et bouché tous les autres moyens de communication, si bien qu'il ne sait même pas très bien ce que le poisson sait, ce que l'oiseau sait, et toutes les autres petites bêtes du bon Dieu, qui, ma foi, malgré toute leur ignorance des mathématiques supérieures, vivent parfaitement en harmonie avec leur milieu. Ce mystérieux quelque chose dans lequel nous baignons, il se révèle peu à peu, pour l'explorateur de la descente dans le corps, comme une espèce de merveille un peu ahurissante, où toutes les lois et les codes et les enchaînements s'avèrent être seulement les lois et les codes et les etc. de nos propres instruments de mesure ou de perception. Un univers follement libre. Oui, une merveille instantanée, comme disait Mère. C'est le deuxième tournant de l'évolution, après la sortie des eaux. L'évolution nouvelle que Sri Aurobindo annonçait au début du siècle, où il va falloir apprendre à vivre et à manipuler cette liberté un peu vertigineuse, à moins que notre mécanique explosive ne nous devance et nous ramène, une fois de plus, sur cette terre ou une autre, à l'état du petit flagellé en quête de cette même liberté toujours et de cette même merveille. L'évolution est très entêtée, et cette planète ou l'autre fait très peu de différence pour elle. Mais si seulement nous comprenions un peu la merveille et hâtions l'heure. Tout de même, diront les savants, les petits poissons, les coccinelles et les bêtes du bon Dieu évolutif n'ont sans doute pas nos mathématiques supérieures ni les encombrements que vous dites, mais ils n'en sont pas moins prisonniers cellulairement de leur espèce. Ils nagent, ils tournent, ils meurent, et ils font des petits poissons invariables selon le programme de leurs molécules désoxyribonucléiques. Excusez-nous. Vous pouvez supprimer la mort, supprimer les accidents, supprimer la gravitation et voir dans l'Antarctique, comme chez vous, mais il restera toujours une petite cellule d'Homo sapiens qui obéira à quoi? Vous dites que la cellule obéit à ce mental physique, qu'elle est hypnotisée et manipulée par lui et non par le programme génétique. D'abord, prouvez-le, puis dites-nous ce que va faire cette cellule sans loi. Comment elle va rester agglomérée aux autres cellules? Par quel mécanisme, puisqu'il n'y a plus de mécanisme? Quelle est la force qui va tenir tout cela ensemble et faire que votre corps ne s'éparpille pas dans le cosmos? Nous nous souvenons de Sri Aurobindo évoquant un logicien imaginaire au début de l'histoire de la Terre. Quand il n'y avait que la matière et pas la vie, si l'on avait dit à ce logicien que bientôt la vie naîtrait sur la terre dans un corps de matière, il se serait écrié « C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Quoi? Cette masse d'électrons, de gaz, d'éléments chimiques
Ce tas de boue et de cailloux et de métaux inertes, comment allez-vous tirer la vie de là-dedans? Est-ce que les métaux vont marcher? Est-ce que les cellules vont sortir de leur programme? Voyons. Nous ne savons pas si tous les savants sont comme ce logicien, mais on pourrait croire qu'ils tiennent beaucoup à leur prison. Peut-être même sont-ils les gardiens de la prison matérielle, comme les autres sont les gardiens de la prison spirituelle. L'apprentissage cellulaire. En vérité, Mère a eu beaucoup de mal à ne pas s'éparpiller dans le cosmos. 62, 121. Mais ce corps, c'est très difficile sans qu'il perde son centre de coagulation, qu'il ne se dissolve pas dans la masse environnante. Toute l'histoire des évanouissements successifs de Mère lorsqu'elle est sortie de la trame du mental physique est infiniment instructive, ne serait-ce que pour prouver négativement le pouvoir directeur et coordinateur, ou emprisonnant, de ce mental physique. Il a fallu 5 ans à Mère, de 1962 à 1967, pour comprendre le mécanisme. 67, 22, 11 et 65, 217. Cela a commencé quand les docteurs ont déclaré que j'étais très malade, en 1962, parce que tout le corps a été vidé de ses habitudes et de ses forces. Je ne pouvais pas faire un pas sans m'évanouir. Je voulais marcher d'ici à là. En chemin, pof! Il fallait me tenir pour que le corps ne tombe pas. Mais moi, pas une minute, je ne perdais la conscience. Je m'évanouissais, mais j'étais consciente. Je voyais mon corps, je savais que j'étais évanouie. Je ne perdais pas la conscience et le corps ne perdait pas la conscience. Mais je comprends bien maintenant. Au commencement, je ne comprenais pas. J'étais toujours restée avec l'impression de ce que Sri Aurobindo avait dit, que cet instrument du mental physique n'est bon à rien. Il n'y a qu'à s'en débarrasser. C'était très difficile de s'en débarrasser, parce qu'il était si intimement lié à l'amalgame du corps physique et de sa forme présente, que quand j'essayais, et qu'une conscience plus profonde, celle de l'autre état, voulait se manifester, cela produisait l'évanouissement. Je veux dire que l'union, la fusion avec l'autre état, sans ce mental physique, en l'annulant, cela produisait l'évanouissement. Je ne savais pas comment faire. En fait, l'histoire de ces 5 dernières années en dehors de la trame a l'air d'une perpétuelle maladie, avec d'innombrables désordres cardiaques aussi, afin que Mère trouve la clé du fonctionnement cellulaire. Si l'on veut que la cellule fonctionne purement, c'est-à-dire sans adjonction ni intrusion de facteurs étrangers à la substance cellulaire, il faut que le corps soit vidé de toutes ses vieilles habitudes, tous ses vieux revêtements. C'est la traversée de toutes les couches du mental intellectuel, émotif, sensoriel, puis physique. Pour donner la mesure de l'opération, il faut que même l'esprit de conservation disparaisse, ce premier mur de l'espèce. 65, 259. Il faut accepter l'infirmité et l'apparence même de l'imbécilité. Tout. Il n'y a pas un être sur 50 millions qui ait le courage de cela. Beaucoup de gens aussi sont partis ailleurs, dans un autre monde, plus ou moins subtil. N'est-ce pas, il y a des millions de manières de s'enfuir. Il n'y en a qu'une de rester. C'est vraiment d'avoir du courage et de l'endurance, d'accepter toutes les apparences de l'infirmité, les apparences de l'impuissance, les apparences de l'incompréhension, l'apparence, oui, d'une négation de la vérité. Mais si l'on n'accepte pas, ce ne sera jamais changé. Ceux qui veulent rester grands
lumineux, fort, puissant, et patati et patata, eh bien, qu'ils restent là-bas. Ils ne peuvent rien faire pour la terre. Cette année-là, Mère avait 87 ans. Nous donnerons quelques points de la courbe dans ce que nous pourrions appeler l'apprentissage cellulaire. Et naturellement, le premier obstacle, c'est l'affolement des cellules qui ne savent plus à quoi obéir. Pour que le nouveau fonctionnement puisse se révéler, il faut que l'ancien disparaisse. C'est évident. 72, 175. Toutes les fonctions changent d'autorité. Les fonctions qui se faisaient naturellement, justement en accord avec les forces de la nature, tout d'un coup, brum, c'est fini. Ça se retire. Et puis, quelque chose que moi j'appelle le divin. Peut-être que Sri Aurobindo l'appelait le supramental, qui est la réalisation de demain. Je ne sais pas comment l'appeler. Et alors ça, quand tout est bien désorganisé, que cela va tout à fait mal, ça consent à intervenir. Le passage n'est pas agréable, avec des douleurs aiguës, des impossibles de manger, etc. Il fallait évidemment que quelqu'un le fasse. 69, 811. Le moment du changement d'autorité, c'est toujours difficile. Et si l'on n'est pas averti, on peut prendre cela pour les signes d'une maladie. Ce sont les cellules qui ne savent plus à qui elles doivent obéir. Mais c'est trompeur. Et la conscience physique, celle qui fait fonctionner les cellules, elle est habituée à l'effort, à la lutte, à la misère, à la défaite, tellement habituée que c'est tout à fait universel. La faim, n'est-ce pas? Cette faim qui a été inévitable pendant des siècles et des siècles. Ça pèse. C'est très difficile. C'est un travail très lent et très constant pour remplacer cette espèce d'habitude, de la défaite, au fond, par autre chose. 63-91. C'est très difficile pour le corps de changer, parce qu'il ne vit que par son habitude de vivre. Et chaque fois que quelque chose s'infiltre de la vraie manière de vivre, sans pensée, sans raisonnement, sans rien qui ressemble à une idée, presque sans sensation, presque automatiquement, il y a l'affolement du nouveau dans les cellules. Affolement sur le point. On s'évanouit, ou on est sur le point de s'évanouir, ou on a une douleur effroyable, ou enfin quelque chose, apparemment, se détraque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre patiemment que ce petit nombre, ou ce grand nombre de cellules, ce petit coin de conscience, ait appris sa leçon. Cela prend 1 jour, 2 jours, puis ce grand événement chaotique, bouleversant, se calme, s'explique. Et ces cellules commencent à se dire « Dieu, que nous sommes bêtes !» Cela prend un petit moment, elles ont compris. Mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Il y a 100 trillions de cellules dans un corps adulte, disent les savants. 64, 14, 10. Le corps apprend la leçon de la maladie, de l'illusion de la maladie. C'est très très amusant, la différence entre la chose telle qu'elle est, le désordre quel qu'il soit, et la vieille habitude de sentir et de recevoir la chose, l'habitude ordinaire, ce que l'on appelle la maladie. Je suis malade. C'est très amusant. Et toujours, si l'on reste vraiment tranquille, dans le vital et le mental, c'est très facile, mais dans les cellules du corps, c'est un peu difficile. Il faut apprendre. Mais quand on arrive à être vraiment tranquille,
il y a toujours une petite lumière chaude, très brillante et merveilleusement tranquille, derrière, comme si elle disait « Tu n'as qu'à vouloir ». Alors les cellules du corps s'affolent. Comment vouloir? Comment est-ce que je peux? La maladie est sur moi, je suis dominée, c'est une maladie. Toute la comédie. Alors quelque chose dit « Calme-toi, calme-toi, ne reste pas attaché à ta maladie. » Et elle consente. Sur ce point, on consent. La minute d'après, la maladie est finie. Pas la minute, quelques secondes. Fini. Alors les cellules se souviennent. Mais comment se fait-il? J'avais mal là. Bloc. Tout revient. Et toute la comédie se déroule constamment, comme cela. Donc, si elles apprenaient vraiment la leçon, la vie est sur le point de devenir merveilleuse, mais on ne sait pas la vivre. Il faut encore apprendre. 63, 277. Le plus difficile, c'est que la texture du corps est faite d'ignorance. Et alors, chaque fois que la force, la lumière, le pouvoir de l'autre état veulent pénétrer quelque part, il faut déloger cette ignorance. Et c'est chaque fois une expérience analogue, renouvelée dans le détail. C'est une sorte de négation par ignorante stupidité. À chaque pas, dans chaque détail, c'est toujours la même chose qu'il faut dissoudre. La première réaction, c'est une négation automatique. Puis il y a toujours un sourire qui répond, et presque instantanément, la douleur disparaît. Ça s'installe, lumineux, tranquille. Note que ce n'est pas final, c'est seulement un premier contact. L'expérience revient à une autre occasion, et là, il y a déjà un commencement de collaboration. Les cellules ont su qu'avec ça, l'état changeait. Elles se souviennent, c'est très intéressant. Et alors elles commencent à collaborer, et l'action est encore plus rapide. Puis une troisième fois. À une distance de quelques heures, le mal revient encore. Alors ce sont les cellules elles-mêmes qui appellent, parce qu'elles se souviennent. Maintenant je connais le truc. C'est pour l'éducation des cellules, tu comprends? Ce n'est pas simplement qu'une personne est malade et qu'il faut la guérir tout à fait. C'est l'éducation des cellules, pour leur apprendre à vivre. 70, 283. C'est un travail tout à fait conscient et que je pourrais appeler méthodique qui est infligé au corps pour qu'une partie après l'autre, et toutes les parties, et tous les groupes de cellules apprennent la vraie vie. Mais ce qui est très intéressant, on pourrait dire une étape capitale dans l'histoire cellulaire, c'est que finalement les cellules elles-mêmes appellent. Elles s'éveillent de leur inerte hypnotisme. Délivrée de ses habitudes et de ses revêtements, la substance cellulaire commence à dévoiler sa vraie nature. Et ici, Mère arrive à certaines observations tout à fait intéressantes et nouvelles. 57, 17, 10. Il y a toutes sortes de libertés. Une liberté mentale, une liberté vitale, une liberté spirituelle, qui sont le fruit de maîtrises successives. Mais il y a une liberté toute nouvelle, c'est la liberté du corps. Pendant l'épidémie de grippe, par exemple, j'ai vécu quotidiennement au milieu de gens porteurs de germes. Mais j'ai senti clairement, un jour, que le corps prenait la décision qu'il n'attraperait pas cette grippe. N'est-ce pas? Ce n'était pas une question de volonté supérieure qui prenait la décision. Non, c'était le corps lui-même qui décidait. Quand tout est là-haut dans sa conscience, on voit les choses, on sait.
Mais en fait, quand on redescend dans la matière, c'est comme de l'eau qui entre dans le sable. Eh bien, les choses sont changées. C'est le corps directement qui a pouvoir, sans intervention extérieure. Ce n'est pas une conscience supérieure qui s'impose au corps, c'est le corps lui-même qui s'éveille dans ses cellules. C'est une liberté des cellules. 61 311. J'ai eu une sorte de perception du manque presque total d'importance de l'expression matérielle, extérieure, qui traduit l'état du corps. Que les signes extérieurs, physiques, soient comme ceci ou comme cela, de cette façon-ci ou de cette façon-là, c'était absolument indifférent à cette conscience du corps. Admets, par exemple, qu'il y ait un désordre dans le corps ici ou là, des jambes enflées ou un foie qui fait mal. Eh bien, tout cela était absolument sans importance. Ça ne change en rien la conscience vraie du corps. Tandis que nous avons l'habitude de penser que le corps est très troublé quand il est malade, quand quelque chose ne va pas. Question. Mais alors, qu'est-ce qui est troublé si ce n'est pas le corps? Oh, c'est ce mental physique. C'est cet imbécile de mental. C'est lui qui fait tous les embarras, toujours. Mais qu'est-ce qui souffre alors? C'est aussi à travers ce mental physique. Parce que si on calme cet individu, on ne souffre plus. C'est justement ce qui m'est arrivé. N'est-ce pas, ce mental physique se sert de la substance nerveuse. Si on retire ça de la substance nerveuse, on ne sent plus. C'est ça qui donne la perception de la sensation. 61 112. À dire vrai, de la minute où l'on sort complètement du mental ordinaire, aucun signe extérieur n'est une preuve, absolument aucun. On ne peut se baser sur rien, ni sur une belle santé, un bel équilibre, ni sur une désorganisation presque générale. Ce n'est pas une preuve. Et tout d'un coup, nous papillotons dans un corps qui ne ressemble plus à rien de ce que nous connaissons. Et pourtant, c'est le corps vrai, la conscience vraie du corps, cet inconnu mystérieux sous sa quadruple trame, illusoire. 62 16 10. Chaque fois que je demande à mon corps ce que lui voudrait, toutes les cellules disent « Non, non, nous sommes immortels, nous voulons être immortels. Nous ne sommes pas fatigués, nous sommes prêtes à lutter pendant des siècles s'il le faut. » Et justement, je m'aperçois de cela, que plus on va vers la cellule elle-même, plus la cellule dit « Mais moi, je suis immortel. » Puis on arrive au cœur du secret. 64 710. C'était ces jours-ci, j'ai eu cela. Une espèce de conscience complètement décentralisée. Je parle toujours de la conscience physique. Une conscience décentralisée qui se trouvait être ici, là, dans ce corps-ci, dans ce corps-là, dans ce que les gens appellent cette personne-ci et cette personne-là. Mais cette notion n'existe plus très bien. Et alors, il y a eu comme une intervention d'une sorte de conscience universelle auprès des cellules. Comme si cette conscience demandait à ces cellules pour quelle raison elles voulaient garder cette combinaison, ou cet agglomérat, le corps présent de mère, justement en leur faisant comprendre ou sentir les difficultés qui venaient, par exemple, du nombre d'années, des difficultés extérieures, de toute la détérioration causée par le frottement, l'usure. Et ça leur paraissait tout à fait indifférent. Cette conscience universelle disait « Mais voilà les obstacles. » Et ces obstacles étaient clairement vus. Cette espèce de pessimisme du mental. Mais les cellules elles-mêmes s'en fichaient complètement. Ça leur paraissait être comme un accident ou une maladie inévitable, ou enfin quelque chose qui ne faisait pas partie normale de leur développement, et qui avait été mis de force sur elles.
ça, on s'en fiche. Et à partir de ce moment-là, est née une sorte de pouvoir inférieur d'agir sur ce mental physique. Cela a donné un pouvoir matériel de se séparer de ça et de le rejeter. C'était comme si, vraiment, une chose décisive s'était passée. Alors il y a eu comme une sorte de joie confiante. Ah, nous sommes libres de ce cauchemar. Et en même temps, un soulagement physique, comme si l'air était plus facile à respirer. Oui, c'était un peu comme si l'on était enfermé dans une coque suffocante, et une ouverture s'est faite dedans. Et on respire. Et c'était une action tout à fait matérielle, cellulaire. Emer ajoute ceci qui ouvre des horizons assez stupéfiants. Mais dès que l'on descend dans ce domaine-là, le domaine des cellules et même de la constitution des cellules, comme cela paraît moins lourd, cette espèce de lourdeur de la matière disparaît. Ça recommence à être fluide, vibrant. Ce qui tendrait à prouver que la lourdeur, l'épaisseur, l'inertie, l'immobilité, c'est une chose qui est ajoutée. Ce n'est pas une qualité essentielle de la matière, c'est de la fausse matière, celle que nous pensons ou que nous sentons, mais pas la matière elle-même telle qu'elle est. Mais si la mort, les maladies, les accidents, le pessimisme, la défaite inévitable ne font pas partie du développement normal de la cellule, ni la lourdeur, ni le reste de nos lois, qu'est-ce donc que la substance cellulaire vraie? Qu'est-ce que la cellule pure telle qu'elle est? Qu'est-ce que la matière? Et encore une fois, si toutes nos forces gravitationnelles s'effondrent, qu'est-ce qui tient ensemble cet agglomérat cellulaire?